Nous ouvrons à présent cette masterclass de France Culture en public depuis le studio 106 de la Maison de la Radio. Le principe de la collection est le suivant, savoir comment un ou une artiste travaille, alors très concrètement, pour essayer d'approcher les conditions d'exercice de son art. Peut-être avant ou pour débuter, Nathalie Crasset, repartir de l'enfance. Alors, bien évidemment, c'est un moment forcément fondateur pour nous tous dans ce studio de radio, mais peut-être particulièrement fondateur pour vous. On le verra, vos parents étaient agriculteurs dans la Marne. Vous avez une sœur jumelle, vous avez des frères. Vous décrivez votre père comme un géotrouve-tout et vous dites que votre mère vous a donné le goût des autres, le goût du vivre ensemble, que l'école, le lycée, vous passionnez pas particulièrement. J'ai l'impression que le premier véritable terrain d'apprentissage, c'était la famille, le village, la nature. C'est le cas ? Oui, tout à fait. Je pense que quand on est créateur, l'endroit d'où on vient a beaucoup d'importance et sa jeunesse aussi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de générosité autour de moi quand j'étais petite. Et puis, en vivant dans un village de 80 habitants, j'ai expérimenté ce que ça veut dire, en effet, vivre en communauté. Et je pense que ça a marqué, en fait, ce que je fais aujourd'hui. Et on le verra peut-être après, en parlant plus des projets. Ça l'a marqué aussi parce que vous décrivez la campagne dans laquelle vous avez grandi comme un lieu très blanc. Et on va voir que les couleurs ont une importance, alors pas seulement sur le sweat que vous portez aujourd'hui, tout en couleurs, mais dans vos créations, il y a vraiment un lien entre cette blancheur de votre campagne et les couleurs de votre travail. Je l'ai découvert très tard, en fait, et c'est même pas moi, j'ai fait ça de façon un peu inconsciente. C'est en discutant à l'étranger avec quelqu'un qui m'a dit mais je connais en fait la Marne. J'ai essayé de faire tourner en fait un petit groupe de théâtre en allant de lieu en lieu en proposant la pièce de théâtre. Et en fait, voilà, j'ai senti qu'il y avait quand même une autre culture qui s'y développait. Et en effet, c'est ça. Et il m'a dit mais en fait je comprends pourquoi tu utilises la couleur aujourd'hui, parce que ton pays, il est blanc. Et en effet, c'est un pays de craie, en fait. Donc, c'est un pays qui est à la fois très peu boisé, puisque on y fait de l'agriculture intensive. Et donc, voilà, je suis née dans ce territoire qu'on appelle campagne, mais qui est un certain type de campagne, en quelque sorte. Et donc, par opposition, j'ai mis de la couleur dans mon travail, mais ce n'est pas simplement ça, c'est aussi que pour moi, la couleur, c'est la vie. Si on ne met pas de couleur, en quelque part, c'est qu'on s'interdit de vivre. Donc voilà, c'est à la fois la couleur, c'est la vie, et la vie, c'est la couleur. Enfin, bon, j'ai un peu brûlé les étapes pour dire que, quand même, avant que vous avez eu un bac sciences économiques et sociales, vous êtes inscrite à l'IUT de Troyes pour préparer un DUT technique de commercialisation, et c'est au cours d'une 3e année de formation en commerce international, un projet d'école. Vous êtes invité avec vos camarades à concevoir la campagne marketing du lancement d'un parfum. Et vous avez eu envie de dessiner un flacon, racontez-vous. C'est vraiment le moment du déclic ? Je pense pas. Je pense que je me suis aperçue qu'en 3e, déjà, j'avais voulu faire un stage chez un architecte. Je l'avais oublié, en fait. Et quand Popeline, ma fille, a décidé de choisir son stage en 3e, je me suis dit, est-ce que j'ai fait un stage ? J'avais repoussé cette expérience au plus profond de moi, parce que ça ne s'était pas bien passé, parce que j'avais eu le signal pendant ces 2 jours de stage, en fait, que ce métier n'était pas pour moi, pas parce que c'était pas intéressant, mais parce que cet architecte était vraiment un notaire, voilà, une personne importante, et que je me disais, ben voilà, c'est pas pour moi. En fait, ce métier, je suis pas légitime pour faire ce métier-là. Et donc, je pense que, et ça, c'est un trait qui est assez intéressant, c'est-à-dire que si à un moment donné, on veut faire quelque chose en bifurquant, il faut qu'on ait des signes comme quoi on peut le faire. Alors ça va passer par un certain nombre de choses. Pour moi, ça a été en quelque sorte le fait de m'intéresser petit à petit à l'art, et c'est ça qui m'a vraiment éveillée à d'autres choses. Et j'ai senti d'un seul coup que je n'étais pas
Alors on le sent quand on est dans un petit village de 80 habitants, on le sent petit à petit avec l'adolescence qui arrive, on sent que en fait sa culture d'épanouissement n'est pas là, il faut partir toujours de plus en plus loin. Mais après, formuler vers quoi, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, c'est aussi en rencontrant d'autres personnes qui font ce choix, qui font ce choix de partir, qui font ce choix de s'ouvrir à d'autres choses et de le faire ensemble, en fait, qui donne quelque part la volonté aussi, en tout cas, de laisser pousser cette dynamique qui est née en fait déjà en amont, mais qui va petit à petit s'affermir de plus en plus. C'est vrai qu'à partir de cette histoire de flacon, de dessin, vous dites, voilà, c'est peut-être ce métier-là que j'ai envie de faire, mais comment est-ce qu'on devient designer? Où est-ce qu'on apprend ça? Donc vous découvrez l'existence de l'École nationale supérieure de création industrielle. Il y a un concours qui n'est pas facile. Et là, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, Mathieu Crassé. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir, il faut voir de l'art, il faut lire des livres, s'intéresser à comment les choses se font. Ça, c'est un travail que vous avez fait par vous-même. Oui, tout à fait. Je l'ai fait par moi-même. C'est quelque chose de progressif, mais en même temps, on part avec l'idée qu'on ne connaît rien. Donc, en fait, on est dans une espèce de boulimie de tout apprendre. Et cette boulimie, je la garde encore aujourd'hui parce que je pense que c'est un métier qui change énormément du jour au jour. Moi, j'ai la chance aussi, en plus d'intervenir dans plein de terrains d'action différents. Donc, je pars du principe que je ne sais pas. Et je pense que ça, c'est un bon principe. Puisque je pense que si on veut faire ce métier de designer et se reposer en se disant ben voilà, j'ai les outils, c'est pas vrai, mais les outils changent, les modes de faire aussi. C'est un métier qui a cette exigence, mais qui a aussi cette énorme beauté de faire en sorte qu'on va évoluer tout le temps. Donc il faut accepter ce jeu-là. Si on n'a pas envie d'évoluer, ben, je pense qu'il vaut mieux changer et choisir un autre métier. Et dans mon cas, je trouve que c'est en même temps le fait de devenir designer, parce que je pense qu'on le devient, c'est un long processus. Et l'épanouissement, en fait, s'est fait conjointement. Et c'est ça qui est assez beau. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'en même temps, cet épanouissement, je l'ai fait avec l'amour de ma vie, puisqu'en fait, la personne que j'ai rencontrée et qui m'a donné confiance dans l'idée de devenir designer est donc aujourd'hui mon mari, le père de mes enfants, et il s'appelle Francis. Saluons Francis et remercions-le. Salut Francis. Donc, mais cet épanouissement, au-delà de Francis et avec Francis, et cet apprentissage, qu'est-ce qui reste de cette école nationale supérieure de création industrielle? Elle est très. Alors, je vais être encore très émue en parlant de l'école parce que on est dans un système scolaire, on est moyen toute sa vie, puis d'un seul coup, on entre dans une école qui ne fonctionne pas du tout pareil. Là, l'idée, c'est de nous donner confiance. Il y a une générosité énorme qui se met en place dans cette école, et si aujourd'hui mon travail est généreux, bien sûr, ça va être le fait que ma maman était généreuse, elle vivait pour les autres même, et que cette école aussi était généreuse. C'est-à-dire que le corps enseignant et les 4 ans et demi que j'ai passés dans cette école m'ont conforté dans cette idée à la fois du vivre ensemble, à la fois de cette idée d'une complémentarité des uns des autres. Et je pense qu'on ne peut pas donner quelque chose de plus fort en fait, à un enfant, à un adulte qui est en train de se créer. C'est pourquoi je suis très vigilante aujourd'hui de pouvoir intervenir aussi pour les petits et pour faire en sorte qu'eux aussi, à leur tour, ils aient ces signes, en fait, qu'on leur dise prends confiance en toi, réfléchis à vraiment ce qui te tient, pourquoi tu es là, et vas-y, développe en toi cette dynamique qui va te poursuivre tout au long de ta vie et qui va te pousser à faire les choses. Après, il faut sortir de l'école. Et là, il y a aussi quelqu'un qui est important. C'est Denis Santa Chiara, un designer italien, avec qui vous avez senti qu'il y avait une
possible affinité auprès de qui vous avez eu envie de commencer à vous former en sortant de l'école. Comment le lien se fait? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie d'aller vers lui? Alors déjà, je voulais partir à l'étranger parce que l'ENSI, c'est une famille, l'ENSI les ateliers, et donc même si on quitte l'école, on revient souvent à l'école pour faire son portfolio, etc. Et donc je me disais, voilà, il est temps de couper le cordon ombilical, encore une fois. Et donc, je me suis dit, la meilleure chose pour le faire, c'est d'aller à l'étranger. Et en Italie, bien sûr, parce que c'est la plateforme un peu du design, on va dire plus autour du mobilier, mais quand même. Et j'ai commencé à regarder un petit peu les créateurs. Et tout de suite, Santa Chiara m'a paru quelqu'un de très intéressant parce que c'était d'abord un autodidacte et qui n'a pas du tout... il ne peut pas être comparé au maître italien, on va dire. Il avait aussi cette particularité d'avoir une sensibilité qui était assez proche de la mienne à l'époque, où il allait dans des thématiques qui étaient autour de la domestication de la technologie, et c'est un peu autour de ça que j'ai fait mon diplôme aussi, mais allant jusqu'à quelquefois utiliser une espèce d'effet magique. Et là, c'est peut-être la seule chose qui nous sépare, c'est que moi, je considère qu'il n'y a pas besoin de cet aspect magique dans les objets. Je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Voilà. Et ça a été quelque chose de formidable parce que je n'ai vraiment pas vu de différence entre être à l'école et exercer ce métier dans la vraie vie, quoi. Donc ça, c'est encore un deuxième cadeau. Donc en fait, oui, c'est un peu le même processus qui se met en place. Et d'un seul coup, c'est plus de la générosité, c'est une espèce d'extrême bienveillance qui se met en place autour de moi et qui fait que voilà, j'arrive à exercer ce métier, qu'on me fait confiance pour exercer ce métier. Et que j'arrive à entrevoir le fait qu'on peut aussi aller assez loin dans l'engagement. Et on n'est pas... voilà, lui, il est à la fois designer, mais il va faire aussi quelquefois des espaces. Voilà, il y a une espèce de grande liberté de propos, d'action. C'est une toute petite équipe aussi. Et puis, il y a une espèce d'articulation très simple entre les moments où on réfléchit, mais les moments où on fait les choses dans l'atelier de prototype qui est juste à côté. Et donc, c'était assez proche de l'école, en effet, puisque les ateliers l'ENSI s'appelle les ateliers parce qu'il y a justement cette grande proximité avec les ateliers. Donc, les ateliers de transformation de la matière. Voilà, donc je fais à peu près 8 mois avec Denis Santa Chiara et je rentre à Paris parce que Francis était là aussi, donc ça devenait un peu compliqué à gérer. Et je rentre à Paris et là j'écris 3 lettres, dont une à Philippe Starck. Et c'est lui qui répond positivement. Je travailler avec Philippe Starck parce qu'en fait il venait de signer, et ça je ne l'ai pas su tout de suite, donc le contrat avec Thomson Multimédia. Et mon projet de diplôme était vraiment dans cette idée de faire des objets avec de l'électronique, mais de questionner ce que j'appelle, à l'époque j'appelais ça la fonction élargie, c'est-à-dire d'aller bien au-delà, de donner une forme, bien sûr donner de la fonction, mais voilà, il y a d'autres, on va dire, fonctions qui sont plus superficielles ou d'autres besoins qui sont plus inconscients, qu'on embarque en fait dans l'objet, et je voulais questionner ça en réalisant en fait un diplôme qui s'appelle la trilogie domestique, 3 objets qui s'appellent des diffuseurs. Déjà dans l'idée de dire je ne vais pas donner un objet, moi ça ne m'intéresse pas de donner des objets, mais c'est plutôt ce qu'ils donnent aux autres en fait qui m'importe. Donc 3 types de diffuseurs, et à chaque fois dans ces diffuseurs, je prends juste l'exemple du premier diffuseur qui est en fait une lampe. Cette lampe s'appelle diffuseur de lumière, d'image et de mémoire, puisqu'en fait c'était simplement un cube qui flotte dans l'espace, et le on-off était une diapositive. Et donc quand on n'avait pas de lumière, c'était une petite lueur, un peu à l'image d'une bougie qui interagissait avec l'activité de la maison. Et quand on voulait de la lumière, on prenait une diapositive, on l'incluait dans le corps de la lampe s'allumait et en même temps projetait une image, simplement projeter une image qui en l'occurrence était l'image de mon grand-père pour le diplôme. Et voilà, et donc il y avait 3 objets comme ça en essayant de décrire du besoin primaire, un besoin plus secondaire, voire même un besoin plus... mais qui font partie de l'objet, qui sont tout autant importants. Mais au moment de cette
passage au Design Center Thomson, ça commence en 93, Nathalie Crasset. À ce moment-là, vous expliquez que ce domaine-là, ça n'intéresse pas grand monde, en tout cas pas dans l'agence de Philippe Starck. Vous, ça vous intéresse, pour les raisons que vous venez d'énoncer. Du coup, c'est un formidable terrain d'expérimentation. Enfin, vous avez une responsabilité importante, très jeune. Oui. Comment ces années-là ont nourri la suite ? Je pense que c'était un conte de fées, encore une fois, puisque comme ça l'a été à l'école, j'étais jeune. Quand on est jeune, on n'a pas forcément accès à ce type de travail, notamment travailler avec la technologie. Et en plus, le faire avec Starck, qui fait qu'on avait une latitude de questionnement, en fait, de remise en cause de tout ce secteur qu'on appelait le secteur brun, les objets bruns. C'est d'ailleurs, ils étaient tous noirs à l'époque, donc il y avait beaucoup à faire. Et donc, je suis devenue responsable du Team Tom. Donc, c'est une équipe de 25 personnes qui étaient à la fois des designers qui étaient là à l'arrivée de Starck, et puis, bien sûr, de jeunes designers qui arrivaient. Et l'idée était de travailler non pas sur une gamme, on va dire, épiphénoménale design, mais bien sur l'ensemble, en fait, de la production. Et Tom Sam, à l'époque, était constitué même de 7 marques qui, après, ont été restructurées en 3 marques de façon à rationaliser un peu la chose. Donc, c'était passionnant. C'était en effet un travail de longue haleine, beaucoup d'implications. Mais le faire avec Starck est quelquefois plus facile, puisqu'il a une façon de remettre en cause les choses qui sont très rapides, en fait. Voilà, donc il ne prend pas vraiment de gants quand il a envie d'aller dans une direction. Et donc, voilà, l'équipe était comme, on va dire, projetée, en fait, dans l'idée de faire des ruptures dans cette industrie qui était... alors, il faut comprendre le contexte. Thomson vivait à 80% de la vente de tubes de télé avec des tubes cathodiques, et en fait, c'était la fin. Donc, les plus jeunes ne comprennent même pas de quoi on parle quand on parle de tubes cathodiques. Hein. Le téléviseur, c'était un gros objet parallépipédique. Donc, en fait, il restait quoi ? Il restait à faire imploser l'entreprise en interne de façon à restructurer autour du numérique. Et en fait, je l'ai compris bien après, parce que c'était le rôle de Starck, en fait, en partie, parce qu'il y avait d'autres, mais voilà, de le faire. Mais alors, parallèlement à ce travail chez Thomson, Nathalie Crasset, vous commencez à développer votre premier véritable projet personnel quand Jim monte à Paris. Alors évidemment, avec un nom pareil, on peut se demander, pour celles et ceux qui ne connaissent pas votre travail, de quoi on parle dans cette masterclass. Nathalie Crasset, ça nous permet de commencer à interroger vraiment le cœur de cette émission. Comment est-ce que naît une idée? Comment est-ce qu'on la développe? Comment est-ce qu'on le processus s'affine? Comment on aboutit à un résultat? Cet exemple-là, il est quand même assez emblématique peut-être de votre philosophie du design. Quand Jim monte à Paris, qu'est-ce qui se cache derrière ce joli titre? Il se cache le fait que c'est déjà un scénario de vie, tout simplement. C'est-à-dire... c'est une colonne d'hospitalité, et donc là, c'est assez simple, hein, c'est un lit à points qui va prendre le moins de place possible quand Jim n'est pas à la maison, mais quand Jim arrive, en fait, ça se déploie, et ça va donner plus qu'un lit, ça va donner un espace, ça va lui donner un peu d'autonomie avec un réveil, ça va lui donner une lampe qui va en quelque sorte faire symboliquement un espace de vie. Voilà, c'est en fait ça qui m'intéresse. C'est pas l'objet, mais c'est plus comment on redonne en fait ce geste d'hospitalité dans des petits appartements qu'on a à Paris, par exemple. On n'a pas forcément de chambre d'amis, tout simplement, et de le faire assez simplement. Donc c'était ça. En fait, c'est la première pièce de mobilier que j'ai faite, puisqu'on est dans une école de design industriel et le mobilier est un peu à la limite de l'exercice. Donc, je n'avais jamais fait de mobilier. Et donc, c'était un peu un test pour moi de savoir est-ce que c'est quelque chose qui fait sens? Est-ce que je vais arriver à apporter quelque chose aux gens et à travers ce mobilier? Et en fait, je suis allée le présenter à Milan dans le premier salon satellite. Et j'ai eu de cette expérience, donc avec Domo et Pérez, qui sont les 2 éditeurs français, jeunes aussi, on était tous les 3 jeunes, on a pris une camion, on est allé présenter
le projet. Et les gens sur place, comme c'était le premier salon satellite, étaient très curieux, ils sont tous passés. Et j'en garde encore, beaucoup de gens m'en parlent, ils ont gardé en mémoire ce moment où ils ont vu cette pièce de mobilier qui était en quelque sorte extraterrestre dans ce qu'on proposait à l'époque en type de mobilier. Et les gens me serraient la main, et les gens souriaient, et les gens, donc là encore, m'ont montré avec bienveillance que c'était une voie à suivre, que ça allait être dur, parce que là encore, c'était quelque chose d'un peu à part, complètement à côté par rapport à ce qu'on pouvait voir dans l'industrie du mobilier. À l'époque, il n'y avait pas de structure vraiment évolutive, il n'y avait pas de structure là. Et surtout, quand on voyait cette pièce de mobilier, il n'y avait pas de forme. C'est-à-dire que... Sur le stand, vous la présentiez à la fois en colonne et fermée? Bien sûr, bien sûr. Parce que fermée, c'est une colonne qui est assez... Voilà. Donc en fait, comment se dessine l'hospitalité? C'est ça, en fait, mon propos, c'était d'essayer de ne pas passer par des typologies classiques, donc d'inventer une propre typologie et quelque part de ne pas parler de forme, parce que ce dont il s'agissait, ce qui se joue en fait dans cet objet, c'est l'hospitalité. Et donc l'hospitalité n'a pas une forme particulière. Et voilà, donc ça a été un premier signe comme quoi je pouvais continuer à proposer ces scénarios de vie qui sont devenus assez récurrents en fait, dans mon travail par la suite. Mais vous parlez de forme, donc la forme, c'est pas ce qui est important, évidemment, ce qui peut paraître paradoxal. Une masterclass de la designer Matéli Crassé qui nous dit la forme, c'est pas importante, et c'est une question qu'on pose à tous les artistes qui se succèdent dans ces masterclass. Comment est-ce qu'on trouve la forme? Mais quand même, il faut bien en parler. Est-ce qu'il y a un carnet de croquis? Est-ce qu'il y a le dessin, le crayon? Quelle place ça occupe pour vous, le dessin, déjà? Alors, le dessin, je vais quand même préciser avec cette histoire, parce que c'est venu quand même petit à petit, d'une intuition, et puis de plus en plus forte. Je pense que la forme n'est pas le meilleur support pour communiquer à tout le monde, puisqu'une forme demande interprétation. Donc, en fait, quand on va voir un objet, une forme, on va l'interpréter. Alors, on n'a pas tous la même culture, donc on ne va pas lire la même chose, en fait, à travers cette forme. Et c'est ça qui m'est apparu comme une évidence, déjà à l'école, mais plus après aussi. Et je me souviens très bien d'une anecdote où, en fait, Stark, en arrivant à Thomson, avait dessiné en fait, une radio en bakélite pour, en quelque sorte, rappeler l'origine des objets électroniques. Et c'était, en fait, la tête de Brancusi, vous vous souvenez, qui est, en fait, couchée comme ça. Il avait rajouté, bien sûr, le haut-parleur à la place de la bouche, et bien sûr on avait il avait dessiné une antenne souple de façon à ce que l'antenne ne soit pas visible. Et bien sûr les objets de Thomson étaient vendus chez Darty, parce que c'était et donc cette radio arrive chez Darty, et en fait petit à petit les gens ont appelé la souris. Tout ça parce qu'il y avait une forme quelque peu sous forme et surtout cette antenne qui faisait comme une queue. Et alors je me suis dit, mais mince alors, Stark parle de Brancusi et les gens y voient une souris. On est quand même là dans un espèce de grand écart immense. Et là, je me suis dit, voilà, c'est bien la preuve que la forme ne fonctionne pas en elle-même. Donc, sur quoi je peux m'appuyer à partir du moment où je ne peux pas m'appuyer sur la forme? Je m'appuie sur le rituel, c'est-à-dire je vais essayer de retrouver ce qui est plus proche de l'humain. Et ça, c'est important. J'aime beaucoup quand on parle en fait du design en étant comme une espèce d'anthropologie appliquée. Et c'est vraiment ça, c'est l'idée on a, je pense, au cours des siècles, ajouté quelquefois des siècles des couches de complexité. Donc en fait, notre travail, c'est déjà ça, d'essayer de retirer toutes ces complexités et d'essayer de toucher tout simplement ce qui est plus humain et ce qui constitue notre vie quotidienne, mais de façon la plus simple possible, et de retrouver surtout les valeurs en fait, qui se développent dans cette vie quotidienne. Donc, c'est d'abord les rituels qui peuvent permettre de faire ça. Et c'est aussi la couleur, bien sûr, puisque la couleur est un langage qui est beaucoup plus spontané, qui va parler justement sans cette interprétation. Et donc, on peut aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus accessible aussi avec la couleur.
Et du coup, le dessin, alors le dessin, c'est pas pour rien que je l'évacue quelque part, parce que le dessin pour moi, je ne vais pas dessiner pour trouver une idée, c'est simplement un moyen mémotechnique. Il faut aussi que je communique des idées à mon équipe et avec les partenaires avec qui je travaille. Je considère que mon métier, c'est 80% de pensée déjà. Donc c'est tant qu'une idée, elle n'est pas bien mature, elle est pas, je ne vais pas la sortir de ma tête, puisque dessiner, c'est déjà figé. Or, on est dans un métier où il faut tout le temps se remettre en cause. Et en étant humain, quand on a dessiné, quand on a pris un peu de temps pour dessiner, quand on s'est appliqué, on va avoir du mal à remettre en cause cette chose-là. Hein, c'est posé, c'est déjà défini. Donc, en fait, voilà, c'est pourquoi je fais en sorte que le dessin soit, en tout cas, arrive dans une phase un peu plus tardive, et que j'aime davantage travailler avec ce qu'on appelle des images mentales. Donc, en fait, essayer de vraiment faire fonctionner l'objet mentalement avant en quelque sorte de lui donner une matérialité, que ce soit sous forme de dessin ou après même d'images 3D. Alors on va prendre c'est un peu compliqué à comprendre parce que le design est toujours associé en fait à des notions esthétiques forcément, mais cette forme en fait elle va venir en fait par conséquence. Et la matière pareil, c'est d'abord l'intention, pourquoi on fait cet objet, et après on peut prendre l'exemple du gym. Quand j'y monte à Paris, c'est d'abord donner ce lit d'appoint, donc faciliter le fait qu'on puisse l'ouvrir, etc. Ça va petit à petit donner une forme, un encombrement, une matière qui va permettre au scénario de se déployer. Et après, ça devient logique, en fait. Ce n'est plus du tout une question subjective, même. Il y a une question, vous voyez, très, très, très logique qui apparaît et qui fait en sorte que ça devient fluide de dessiner l'objet et que la matière, la forme sont en quelque sorte évidents. On ne peut pas les remettre en cause. Il y a ce qui reste longtemps d'abord dans la tête de Nathalie Crasset, qui en sort une fois que c'est mûr, à point. Ça permet de parler maintenant peut-être des collaborations et des collaborateurs, oui, et aussi des commanditaires. Enfin, oui, il y a toutes ces personnes qui sont bien sûr impliquées dans le processus de création, mais peut-être votre équipe, avec la volonté de rester sur une équipe la plus petite possible. Comment ça se passe, le travail, le quotidien? Quel type de relations, quel type d'échanges, quel type de demandes vous avez envers celles et ceux, enfin ils ne sont pas nombreux, avec qui vous travaillez, Nathalie Crasset? On est tout petit, on est 4, donc Francis fait partie de ces 4 personnes. Et Francis, déjà, fait en sorte que le reste de l'équipe soit vraiment sur des questions de création. Parce qu'en fait, notre métier est assez compliqué. Il y a des paramètres, en fait, bien sûr, juridiques. On fait des expos, donc on fait des éditions. Donc, il y a plein de choses qui s'entrecroisent. Et comme tout le monde, il y a plein de mails qui arrivent. Et en fait, on a la chance que Francis organise, en fait, ce studio de façon à déjà préserver notre temps pour tout ce qui est création. Après, avec l'équipe, en fait, je vais donc faire ce premier travail de trouver l'intention, de trouver une matérialisation de cette intention, et je vais la proposer à l'équipe et on va développer après ensemble le projet. On sous-estime en fait la créativité dont il faut, la créativité de cette étape-là, c'est-à-dire de développement, puisqu'en fait souvent, et comme c'est dans mon cas, j'essaie de pousser le curseur assez loin dans l'intention, souvent en faisant des designs de rupture, et donc il faut arriver dans la matérialisation à être à la hauteur de cette rupture. Et donc, ça demande un grand travail de créativité sur le projet même, qui est fait d'aller et de retour, en fait, avec les partenaires avec qui je travaille. Mais j'ai une grande chance, puisqu'en fait, en choisissant cette singularité, j'ai une approche un peu particulière qui fait que très rapidement, justement en sortant de l'équipe de Stark, puisque j'avais déjà fait des propres projets en parallèle, on est venu me chercher pour cette singularité. Donc c'est assez motivant aussi de savoir que les partenaires avec qui on travaille
viennent chercher un savoir-faire, parce qu'on est proche en fait un savoir-faire spécial et souvent me donne même la capacité d'aller bien au-delà de ce que je sais faire, puisque c'est pas moi qui ai voulu faire de l'architecture à échelle humaine, je le précise, des espaces intérieurs, toutes sortes de projets que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'alors. C'est vraiment de la volonté. Moi, je travaille avec les envies des partenaires qui poussent à notre porte et qui me proposent de collaborer avec eux. Vous parlez d'architecture, Nathalie Grasset, c'est vrai que c'est un élément un peu particulier dans votre domaine d'activité, comme c'est le cas pour les architectes, c'est que vous menez de front plusieurs projets. Ah oui, beaucoup. Toujours, mais alors du coup, vous le voyez comme un atout, c'est-à-dire que pouvoir s'éloigner à un moment d'un projet, c'est pouvoir y revenir avec un œil encore un peu plus neuf, parce que vous parlez de cette nécessaire remise en cause et en question tout le temps. C'est finalement plus nourrissant d'avoir plusieurs fers au feu. Tout à fait. Non seulement on revient avec un œil un peu différent, on s'est dit mais c'était quoi l'intention justement de ce projet? Donc on a un regard extérieur, ce qui est très important. Et en effet, les différentes échelles, les différents projets vont se nourrir l'un l'autre. Quand on fait de l'espace, qu'on a fait du mobilier, bien sûr, les choses sont un peu plus faciles. Et surtout, ça permet d'avoir une vision globale. Et cette vision globale, elle est très importante. C'est-à-dire de ne pas, là encore, travailler ponctuellement sur « je m'assois là ». Non, l'objet est en interaction, il va bouger, la vie, elle est dynamique. Donc, avoir cette capacité toujours de revenir à quelque chose de plus global et de pouvoir aussi travailler sur une temporalité. C'est-à-dire, on ne dessine pas un objet pour un instant T, il va y avoir un certain nombre d'évolutions de cet objet au cours du temps. Donc ça j'adore ça, en fait, pouvoir travailler sur différentes échelles, parce que j'ai vraiment conscience que ça donne ce que j'appelle une gymnastique d'esprit, et que petit à petit les choses, même inconsciemment, se répondent, et que ça crée un savoir-faire, même sans le savoir. Petit à petit, on devient expert d'un certain nombre de choses et qui va permettre d'ancrer justement ces projets qui sont singuliers, qui sont en rupture, et qui va permettre de les développer, mais vraiment avec justesse, en quelque sorte. Vous dites que les choses se répondent, Nathalie Grasset, mais est-ce qu'un projet il se fait en réaction à un autre projet ? Est-ce qu'un projet de mobilier, il se fait en creusant un sillon qui était amorcé par un précédent, ou est-ce qu'au contraire, il faut être toujours en réaction par rapport à ce qu'on a fait? Par secteur, est-ce que vous avez l'impression de poursuivre plus avant une recherche créative, de la réinterroger sans cesse? Comment est-ce que vous voyez cette question? Alors, il y a plusieurs choses. On gagne en fait une espèce d'expertise. Donc, par exemple, quand je fais du mobilier... on va dire, j'ai fait beaucoup d'espace pour les enfants, par exemple. Donc là, j'ai une certaine expertise et j'ai on va dire inventer ou proposer des structures, par exemple, pour les nouveau-nés, que je peux continuer à faire évoluer, parce qu'en fait, je vais avoir un feedback de la vie qui s'y déroule et de justement qu'est-ce que ça apporte au quotidien. Et ça va réconforter et voilà, ça va apporter en fait en même temps une espèce de validation pour moi qui est très importante. Et donc, je vais pouvoir compléter avec d'autres choses ou le dire d'une façon un peu différente dans un autre lieu. Et puis quelquefois, c'est aussi l'idée d'expérimenter d'autres choses qui va se mettre en jeu, parce que j'aime bien. Mais expérimenter, c'est pas dans le vide. Hein, c'est toujours autour de situations que j'ai connues, parce que je voyage beaucoup. Donc, moi, je suis pas quelqu'un qui va analyser justement. Tiens, là, il y a des matières comme ça. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est le vécu. Et donc, je vais garder un certain nombre d'images, enregistrées, en essayant de comprendre mais pourquoi là, d'un seul coup, on se sent bien, pourquoi il y a un échange, une interaction entre les gens qui est particulièrement agréable. Et en fait, c'est ça qui va m'intéresser dans un lieu. Et je vais essayer d'écrire en fait les ingrédients qui font que ça fonctionne, et le reproposer après dans un autre espace à ma façon, parce que c'est pas du copier-coller, mais ça fonctionne aussi un petit peu comme ça. Donc c'est à la fois se nourrir, mais aussi compléter avec du vécu que j'ai, ou des sensations que j'ai eues,
Et petit à petit, ça fait voilà, quelque chose qui se complète mutuellement. Mais vous sentez en vous-même, ou alors vous le voyez peut-être a posteriori, Nathalie Crasset, la façon dont vous parlez des voyages notamment. On pourra peut-être parler tout à l'heure de l'hôtel que vous avez collaboré à imaginer à Nefta, dans le sud tunisien. Oui. C'est être au contact de nouveaux paysages, de nouveaux matériaux, de nouveaux types d'artisanat. Est-ce que du coup, ça change un projet qui est très loin de celui de Nefta, mais est-ce que ça amène une autre couleur, une autre matière? Oui, il y avait une autre palette à Nefta, c'est évident. Déjà, il faut dire que Nefta, c'est pas le premier projet que je fais avec Patrick Elouargui et Philippe. Il y avait Nice d'abord. Donc, c'est déjà rencontré 2 partenaires qui sont exceptionnels, qui sont des hôteliers, on va dire, mais qui sont pas qui sont d'abord, qui ont été hôteliers parce qu'ils sont tombés amoureux d'un château. Donc, ils ont acheté d'abord ce château, puis ils se sont dit petit à petit, on va faire un hôtel. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit, mais il faut qu'on crée quand même quelque chose de notre temps, voilà, sur des nouvelles bases et écrire, voilà, qu'est-ce que ça pourrait être un hôtel aujourd'hui qui soit en rupture, qui casse les codes. Et donc ça, c'est très important de pouvoir le faire, parce qu'on le fait à 2. C'est pas moi toute seule qui vais pouvoir le proposer. Et donc ça a été une immense aventure, puisque il y a 4 lieux qui sont nés de cette collaboration, dont le premier hôtel à Nice, qui était en fait vraiment j'avais l'impression d'avoir travaillé à 110% en fait, de mes capacités sur cet hôtel. J'ai mis énormément de choses et en même temps, je pense le concept était très juste. Dans l'idée de casser les codes de l'hôtel, dans l'idée de remettre les espaces communs, redonner de l'importance aux espaces communs, je vais dire, et surtout faire en sorte que... Alors aujourd'hui, on va parler de boutique hôtel, mais je ne crois pas que ce soit dans cette ligne des boutiques hôtels. Vraiment, l'idée, c'était d'accueillir les curieux. Alors ça va vous paraître bizarre, parce que c'est pas plus compliqué que ça. L'idée, c'était de dire que si on accueille les curieux, ils vont forcément être curieux de l'espace de leur chambre, ils vont être curieux de ce qu'ils vont manger, ils vont être aussi curieux de l'autre. En fait, en se déportant comme ça, en faisant en fait un lieu très singulier, on arrive à faire en sorte que ce lieu devienne une plateforme pour vraiment développer un autre type de vécu, une expérience différente. Ça va être une expérience singulière dans la chambre. Et là, c'est pas l'idée de recopier l'espace domestique, parce qu'en fait, c'est ridicule. Et à l'époque, tous les hôtels disaient ça. Ils voulaient donner, en fait, une espèce de domesticité. Non, l'idée, c'est de dire que quand on va dans un hôtel, c'est moins impliquant. On va dormir une nuit et 2 nuits. Et donc, on peut essayer des nouvelles structures, essayer des nouvelles typologies. Donc, on a proposé 9 types de chambres qui ne sont pas des chambres décorées, mais qui sont 9 façons de vivre, juste pour faire comprendre en fait que cette inertie qu'on a en fait autour de nous dans la façon de concrétiser les mobiliers, etc., et de dire qu'on peut vivre de maintes façons différentes facilement, que les gens puissent l'expérimenter par eux-mêmes et petit à petit s'ouvrir un petit peu à d'autres façons de faire. Et puis bien sûr, le fait était de dire que si on veut expérimenter, il faut être soi. Donc il faut quitter cette espèce de jeu qu'on joue tous un petit peu inconsciemment. Donc quel est le mécanisme en fait qui fait que quand on rentre à l'intérieur de l'hôtel, voilà, on va être soi et on va en quelque sorte, voilà. Donc en fait c'est déjà ne pas rentrer dans des codes de luxe en fait qui sont super évidents, mais c'est aussi avec les personnes qui y travaillent, fonctionner complètement différemment. Donc, par exemple, je donne un exemple très simple. On ne va pas aller chercher la valise de la personne, parce que ça veut dire que voilà, il n'y a pas d'un côté ceux qui travaillent, il y a pas, voilà, on ne joue pas un rôle.
Non, on va porter sa valise, on va la déplacer parce qu'on est acteur. Et on va être acteur justement et parce qu'on va pouvoir aussi utiliser tout ce qui est dans l'hôtel qui va être en fait donné vraiment. Donc il n'y a rien qui n'est pas à usage en fait. Et déjà, voilà, une succession de micro-actions comme ça va donner une ambiance générale qui fait qu'on va avoir une vraie expérience et que l'interrelation va s'effectuer, que les gens vont finir par repartir en étant amis de lieux comme ça, ce qui est quand même pour moi très très important et une immense réussite en quelque sorte. Et vous parlez de, par exemple, ces 9 types de chambres, Nathalie Crasset, comme 9 scénarios possibles, oui. Parce que vous le dites, c'est souvent que ce n'est pas l'esthétique qui vous intéresse, c'est l'usage, et ce que vous venez de nous expliquer dans cette masterclass sur France Culture. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais comment les gens vont s'emparer du lieu, comment la lumière va réagir sur leur psyché. Enfin, il y a vraiment... vous dites qu'il faut se mettre à la place d'eux, il faut être soi pour se débarrasser des codes, pour être en rupture. Mais il faut trouver des choses... C'est l'inconnu quand même de l'usage. Non, il faut trouver des choses suffisamment accessibles. Je vais citer juste une chambre qui s'appelait Indoor Terrace. Donc en fait, l'idée c'était de considérer que tout ne dépassait pas 30 cm. C'est-à-dire on dort sur une plateforme. Donc le lit est intégré dans une plateforme. Ça laisse suffisamment de place aussi pour rajouter un lit complémentaire si on veut inviter quelqu'un à dormir dans la pièce. Ça donne la possibilité d'avoir en fait une douche qui est juste un grand cube de verre qui va séparer le lit qui va être séparé du lit, donc avec un rideau végétal, mais avec des plantes qui sont vraiment vivantes. Et simplement, les toilettes vont être dans un coin de la pièce. Et là, on va s'apercevoir d'un seul coup que la pièce est immense, parce qu'on n'a rien fait monter au mur et qu'on va tourner autour et qu'il y a une espèce de mobilité qui est naturelle dans cette chambre, en fait, qui va changer complètement notre perception de l'espace. C'est une chambre qui est en bois. Donc, en fait, les gens aiment bien le bois a priori, ils connaissent la typologie de la terrasse, donc ils vont savoir utiliser, ils reconnaissent un lit, ils vont reconnaître la douche. Donc, en fait, voilà, on fait juste changer quelques ingrédients au niveau de l'intimité, au niveau de la façon de vivre ensemble dans le même espace, en fait. Donc, et c'est ça qui va porter, en fait, quelque part des micro-prises de conscience dans le fait que c'est possible de vivre autrement. Vous avez employé plusieurs fois le mot de rupture, Nathalie Crasset. On voit que c'est important. Et on a pourtant le sentiment, enfin, on le constate, que le design, dans son acception la plus générale, est très marqué par l'air du temps, par les tendances. Comment s'en tenir à distance, et sans être non plus dans l'opposition systématique? C'est pas parce que quelque chose vient dans l'air du temps que c'est pas parce que vous aimez le bois, si le bois est à la mode, vous n'allez pas renoncer au bois non plus. Non, mais... moi, je défends ça. Je pense que le design doit être très diversifié. C'est-à-dire qu'on doit tous avoir des démarches complètement différentes et des démarches qui sont engagées. C'est-à-dire qu'il faut peser le poids. Dire on a beaucoup d'objets, beaucoup de choses autour de nous, et je pense que notre responsabilité, c'est de avant de le dessiner, de se poser la question, mais à quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens? Mais bien plus que ça, en fait, essayer... Et alors, aujourd'hui, notre métier, la façon dont j'exerce ce métier, il est un peu en train de changer, parce que je parlais de scénario tout à l'heure, et maintenant, ça va être plutôt des logiques, en fait. On est dans une période où, en fait, on s'aperçoit qu'on a fait fausse route sur plein de choses. Et donc, on peut, et j'aime, aider à trouver des nouvelles logiques, en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours fait ce pas de côté. Donc, en fait, c'est assez facile pour moi de continuer à le faire, d'avoir ce regard un peu travers et peut-être comme j'explique des fois, essayer de trouver ce qu'on appelle le point mort ou le point neutre, en fait, le point invisible, en fait, qui est quelque chose qui n'est pas a priori visible de premier abord et qui va en fait après devenir évident, et ce sur quoi il faut travailler pour changer la situation et proposer une nouvelle logique. Comment est-ce que vous regardez le travail des autres designers ou autres architectes d'intérieur? Je le regarde en justement en étant conscient de cette diversité. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a, et c'est ce que j'essaie de faire dans la transmission que je fais dans les écoles,
je n'entrevois ce métier de designer qu'avec une part d'approche personnelle assez forte, en fait. Ça reste quand même ma façon d'entrevoir ce métier. On est par contre dans une culture qui est en train de se massifier. Le design devient quelque chose de beaucoup plus... Enfin, le métier de designer devient quelque chose de plus usuel. Donc ça crée un petit peu des raccourcis. On va vouloir aussi, je pense, les nouvelles générations vont vouloir aussi exercer ce métier de façon beaucoup plus, on va dire, opérationnelle, assez rapidement. Et je pense que c'est un métier qu'il est difficile c'est difficile de devenir designer parce que ça demande en fait à la fois une construction personnelle pour avoir la capacité de prendre ses positions. Et tout en même temps acquérir les outils. Et le plus dur, c'est de se connaître soi-même, en fait, pour savoir après porter cette part de soi à l'intérieur de l'objet, qui fait que, peu importe le commanditaire, je devrais dire, on va avoir la capacité de porter quelque chose de personnel. Ça va être reconnaissable au fur et à mesure des projets. Et c'est ça qui est important. Et ça se construit en fait sur le long terme en faisant les projets, beaucoup de projets au fur et à mesure. Et donc, ça demande une forte implication personnelle pour arriver à ce stade. Tout comme tous les créatifs, je pense que c'est un phénomène similaire. Et voilà, et je défends cette vision du design. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils qui se démocratisent et avec l'envie aussi des jeunes générations d'aborder ce type de métier créatif, on a l'impression que ce métier est assez facile et assez accessible. Mais je pense qu'on peut le faire, il n'y a pas de souci, mais on va rester à un certain niveau de superficialité. Et je pense que ce métier est d'abord un métier d'appréhension de la complexité. Donc si on veut le faire de bonne façon, il faut être capable d'appréhender la complexité. C'est même plus que la complexité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça serait plus d'arriver de faire avec ce qui est contradictoire. Parce que notre monde devient énormément comme ça. Je suis en train de faire un projet actuellement à l'ANES Cachan. Je suis professeure associée et je fais travailler sur l'idée de l'environnement bâti et la santé humaine. Et là, la première chose que j'ai demandé aux élèves, c'était justement de se plonger dans ces contradictions du bâti et de la santé humaine pour arriver déjà à se faire sa propre idée et à pouvoir prendre parti. Et ça, c'est la première chose à faire. Donc, c'est complexe, en fait. C'est très complexe. Il faut arriver à avoir du discernement. Et si on n'a pas fait cet effort, justement, de faire le point sur ses valeurs, sur ce pourquoi on a envie de se battre, en fait, on a plus de mal à le faire, en effet. Mais ce travail-là, est-ce que c'est aussi ça oblige à regarder en arrière? Vous disiez à l'instant, Nathalie Crasset, on a fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que il y a des choses, des créations qui sont pour vous justement pas justes? Alors peut-être pas des erreurs, mais qui n'étaient pas justes parce qu'elles n'étaient pas pensées de la façon suffisante. Est-ce que du coup, on apprend de ces erreurs? Je ne dirais pas que ce sont des erreurs. Il y a des projets qui vont plus loin, puis des projets qui vont moins loin. Il y a des projets... Alors, au début, quand je suis sortie de l'école, j'étais designer industriel, donc je m'interdisais en fait de faire des projets qui n'étaient pas produits en série, etc. Puis petit à petit, j'ai compris que c'était une erreur parce qu'en fait, je ne donne pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux très bien faire une exposition dans une galerie d'art parce que je me suis aperçue que je pouvais donner plus à la même personne. Alors que quand on fait un projet industriel, comme par exemple la lampe que je viens de faire avec Ikea, je vais donner, somme toute, quelque chose de très intéressant, mais je ne vais pas pouvoir aller très loin dans la façon de proposer les choses. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça, en fait, que s'articulent les choses, en quelque sorte. Il y a aussi...
Vous citez Ikea, on pourrait parler des kiosques. Je n'ai pas bien répondu à la question, en fait. Mais vous pourrez y répondre autrement par la prochaine question, peut-être. De toute façon, les questions sont là pour qu'on n'y réponde pas. Mais l'important, c'est ce que vous avez envie de dire. Une autre façon d'y répondre, peut-être, vous parlez de la petite production en série Ikea, on peut parler des kiosques parisiens. Oui. Il y a quand même des parties de votre travail, de votre production, qui ont une visibilité très particulière, qui ont un impact très fort sur le quotidien de milliers, voire millions de gens. On n'y met pas tout à fait la même chose dans ces projets-là. Non, on n'y met pas du tout la même chose. Chaque projet est spécifique. Et en fait, le curseur, on va le déplacer. Alors moi, j'aime bien faire des choses d'aujourd'hui. Je me bats pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a un peu, dans le monde du design, beaucoup de nostalgie. Et j'essaie de... L'horrible vintage. J'essaie une de mes actions quotidiennes, c'est ça, c'est de se dire que chaque créateur, en fait, doit porter en quelque sorte, faire en sorte de créer ce mur collectif, porter sa pierre quelque part pour identifier, révéler la créativité du moment. C'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre, en fait, parce que quand on est dedans, on ne voit pas de quoi il s'agit. Mais en même temps, c'est quelque chose d'essentiel, en quelque sorte. Voilà, donc en fait, on ne donne pas la même chose du tout, parce que chaque projet est différent, chaque projet est porté avec des partenaires différents. Mais c'est justement cette habilité à quand même aller de l'avant et à pousser le curseur, en fait, jusqu'où on peut, en faisant en sorte que à la fois les gens qui vont utiliser le projet et les partenaires, en fait, puissent porter le projet et puissent bien sûr en bénéficier le plus largement possible. Vous parlez du présent qui est important, Nathalie Crassé, évidemment, et c'est une question aussi qu'on pose aux différents invités de ces masterclass. Quel rapport est-ce que la question de la postérité se pose pour vous ? Est-ce que vous imaginez qu'on achète du Nathalie Crassé vintage dans 40, 50, 100 ans et que ce soit une pièce tellement importante? Ou est-ce que ce serait presque un contresens pour vous? Oui, c'est presque un contresens parce que, bon, ceci dit, on ne peut pas... C'est pas vous qui déciderez. Il y a plein d'exemples, voilà, qui nous montrent, des gens comme Prouvé, exactement, ont montré justement comment on pouvait à un moment donné... prendre leur production et après la changer en quelque sorte d'orientation. Je n'ai pas encore réfléchi à ça parce que je suis vraiment portée par les projets. Je vis plutôt dans cette idée de fourmillement de projets qui sont lancés en même temps et de boulimie aussi, de pouvoir nourrir ces projets pour qu'ils gardent leur singularité. Donc c'est vrai que j'aime bien me projeter, mais pour faire des projets prospectifs, on va dire, mais je n'ai pas réfléchi du tout à ces notions-là. Ce à quoi vous êtes sensible, c'est l'usage, Nathalie Crassé, on l'a bien compris. Alors, il y a évidemment des projets de différentes natures. On a évoqué les hôtels, mais il y a aussi les bibliothèques, il y a aussi les écoles, il y a des lieux de vie. Comment est-ce que vous suivez leur vie à ces lieux que vous avez créés? Alors justement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut faire ce type de design, on peut faire ce type d'engagement si en face, on a les lieux, on a les personnes en fait qui sont... Pour moi, souvent, c'est des petites unités, c'est des petites utopies, en fait, en quelque sorte. Et donc, il y a en fait encore en France des endroits où la création va pouvoir avoir son propre pouvoir. Et ça, c'est important. Donc, et je suis particulièrement... touchée de pouvoir travailler avec ces personnes. Ça va être, par exemple, la Maison des Petits au 104 avec Nicole. Ça va être le Vent des Forêts avec Pascal dans la Meuse. Ça va être les projets, bien sûr, on va dire, avec les nouveaux commanditaires, et notamment cette école avec Nolven, la directrice de l'école à Trébedan. Donc, derrière ces projets, alors on peut les voir quand on regarde mon portfolio, mais en fait, il y a ces gens qui prennent des risques, qui se battent
pour aller plus loin, pour faire des projets exceptionnels. Et moi, je vais juste matérialiser en fait cette envie en essayant d'aller peut-être ainsi un peu plus loin. Mais voilà, et on oublie un petit peu ça, cette idée qu'il y a des terreaux, des terroirs en fait, qui sont favorables à l'éclosion de ces choses singulières. Et c'est un besoin pour vous d'aller sur place. Voilà, et je suis en contact avec eux, c'est-à-dire que c'est un travail permanent. Souvent, ça devient des amis. Souvent, voilà, on parlait du e-hôtel, mais à partir du e-hôtel, il y a toute une communauté d'amis comme ça, alors qui s'est créée, qui fait que voilà, on se retrouve, on suit en fait, on est tous différents. C'est pas que du tout que des créateurs. On est tous intéressés quelque part par cette idée de création contemporaine. Les hôtels aussi, Nefta aussi, c'était bien dans cette idée de donner aussi des liens avec les autres lieux à Nice aussi qui défendent ça. Donc on se retrouve en quelque sorte au coude à coude ensemble pour se dire on peut à petite échelle changer les choses. On peut compter les uns sur les autres s'il y a des projets qui se développent. Et voilà, et ça continue. Donc en fait, c'est un réseau d'amitié qui se crée, un réseau qui est une autre forme en fait de communauté en quelque sorte, voyez, qui se crée et qui fait que petit à petit, on se sent aussi peut-être plus fort, on se sent moi, je me lève le matin et je sais que voilà, il y a ces lieux qui existent aussi, il y a ces gens qui se lèvent aussi en même temps et chacun on œuvre avec nos savoir-faire pour faire avancer les choses. Et est-ce qu'il y a la crainte parfois, Nathalie Crasset, que la source se tarisse, que l'inspiration s'épuise, qu'on ne trouve pas il y a une proposition, parce que les gens viennent à vous, hein, vous l'avez expliqué, avec des demandes, des commandes. Est-ce qu'il y a ces moments-là de doute, de panne ? Alors, il y a des moments de doute, ça c'est important. Si on ne doute pas, ça veut dire qu'on ne cherche rien, justement on est un peu dans la superficialité des choses, qu'on va juste continuer un système existant. Donc forcément, quand on remet en cause les choses, quand on est en rupture, on doute. Il faut avoir des périodes d'insécurité. Et les créatifs sont en fait formés pour ça, puisque à avoir ces périodes de doute, et c'est dans ces périodes-là que surgit en fait quelque part l'acte créatif. Donc c'est aussi intéressant de communiquer ça, parce qu'en fait on l'oublie un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le vois aussi dans les écoles, souvent, c'est interprété comme un manque de méthodologie. Ou voilà, non, ça fait partie de la méthodologie de douter et quelque part, on doit aimer ça. Ça fait partie on doit aimer sortir de sa zone de confort parce que c'est comme ça qu'on va trouver des articulations nouvelles. C'est comme ça que petit à petit, les choses vont se rééquilibrer d'une autre façon. Et petit à petit, ça devient aussi quelque chose d'intéressant, puisque c'est un nouveau projet d'un seul coup. C'est un peu comme si on se jetait dans le vide. Et il faut se jeter assez haut, en fait, pour pouvoir orienter, voir un peu la chose dans la globalité et se voir petit à petit descendre comme ça pour arriver à un moment donné à trouver le terrain pour matérialiser la chose. C'est un peu la même ivresse, en fait, en quelque sorte. Et c'est assez beau aussi de voir l'idée arriver à un moment donné. C'est quelque chose qui est assez, c'est assez beau, qui fait que le matin, on se lève. Si on l'a trouvée la veille, on se dit, tiens, oui, elle est là, elle n'est pas simplement dans la tête, elle est là, au milieu de nous-mêmes. Et on se dit, oui, là, c'est quelque chose que je peux matérialiser, ça vaut le coup de le faire. Et je sens qu'il y a... En fait, juste pour expliquer, les aspects sensibles dans un projet, ils ne sont pas là. Il faut les convoquer. En fait, c'est notre rôle de les convoquer. En fait. Donc, et c'est quand ces aspects sensibles arrivent et se catalysent avec le projet, ils font sens avec le projet, qu'à un moment donné, on va se sentir en fait en adéquation avec le projet et on va pouvoir à un moment donné le matérialiser.
Alors, en même temps, là, on a sur à peine une heure, forcément déroulé très très vite un parcours. Alors, mais on a compris très riche, nourri de beaucoup de projets. Est-ce qu'il n'y a pas l'envie quand même, ou est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité d'une sorte de mise en jachère de temps à autre? Est-ce que vous n'avez pas l'envie de temps en temps de couper tout, de partir à Nefta, mais peut-être pas dans l'hôtel, mais sous une tente, mais c'est la beauté du travail créatif, il ne s'arrête jamais, mais c'est aussi sa difficulté. Je repense à mon médecin qui m'a dit il faudrait arrêter de penser quelquefois. Et alors là, j'ai dit, mais alors là, je suis tombée vraiment de haut en lui disant, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement plaisant de penser. Pourquoi il faudrait à un moment donné penser? Mais si, je comprends, parce qu'à un moment donné, il faut être aussi dans l'instant présent, il faut être aussi... voilà, c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi, je l'avoue. Je peux même avouer qu'à un moment donné, les vacances étaient des choses nouvelles aussi pour moi et que grâce aux enfants, Francis aussi a fait en sorte qu'on puisse avoir des moments où justement on ne soit pas en train de travailler. Après, je ne fais pas une délimitation très nette entre quand je travaille et quand je ne travaille pas, puisque j'ai toujours cette capacité de penser aux choses, ce qui fait que c'est quelquefois un peu, comment dire, dangereux. Puisque j'ai une présence au monde qui est un peu particulière. Mais c'est-à-dire Pardon, mais vous ne pouvez pas mettre une virgule après ça. Ça peut vouloir dire que quand je suis dans le métro, vous ratez la station. Voilà, je continue. Terminus. Des choses comme ça, très simples. Des choses aussi. On a de la chance, ça y arrive à la radio, là. On vous a accompagné. C'est Francis encore. Non, il a pris son vélo. Donc, présence au monde. Mais, un peu différente, oui. Puisque vous parlez et de Francis et des enfants que vous avez, il y a aussi, on revient au départ, la petite fille que vous étiez, qui regardait ses parents, et la maman que vous êtes, qui regarde ses enfants. Là aussi, le travail il se nourrit du quotidien et de pouvoir regarder par la fenêtre à quoi ils jouent, ce qu'ils font. Oui, mais comme j'explique souvent, je n'ai pas attendu d'avoir des enfants pour m'intéresser aux enfants. C'est quelque chose qui était là, en fait. Cette idée de transmission, elle a toujours été dans moi. Je ne sais pas pourquoi, sûrement à cause de ma maman. Je pense que j'ai toujours senti que c'était là une clé, en fait. Et c'est pour ça que j'adore participer à des projets comme la Maison des Petits ou même l'école Le Trébedan, qui est un lieu exceptionnel, ou même le MUMO, qui est ce musée mobile, en fait, qui est en train de sillonner les villages pour apporter l'art contemporain. Parce que je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de malaises dans la société vient de ces moments d'enfance, de blessures ou même je sais pas, de problèmes. Et que si à un moment donné, toutes ces structures, tous ces sont capables de faire un petit signe, comme je le disais tout à l'heure, ou de montrer une générosité différente, je pense que ça peut changer énormément de choses. Et ça, c'est possible. C'est possible à l'école, c'est possible dans d'autres structures, c'est possible de maintes façons différentes. Donc, on est tous un peu responsables, vu l'ampleur de l'enjeu, de réaliser d'essayer en tout cas de réaliser ces structures pour la petite enfance. Je vais m'arrêter là concernant mes questions, même si j'en ai encore beaucoup, mais on est arrivé au bout de cette heure de dialogue. On a terminé par quelque chose de très grave. Ah non, non, c'est un appel à toutes celles et ceux qui sont là et tous ceux qui écouteront de participer à ce travail-là. Et c'est un moment, vous le savez, où vous pouvez poser directement des questions à Nathalie Crassé. Alors n'hésitez pas à lever la main, on vous amènera un micro au premier rang. Mais j'avais des bouteilles d'eau, tiens, j'ai eu soif tout le long, mais je n'avais pas vu qu'elles étaient là. C'est bête ça, voilà. Bonjour Nathalie Crassé, bonjour Arnaud. J'avais une question pour vous. Alors vous parlez donc de la place du dessin dans la création, qu'il fallait d'abord laisser mûrir la réflexion. Mais c'est la façon dont je fonctionne moi. Oui. Voilà. Ça veut pas dire j'avais une question voilà. pour vous du coup. Et je voulais vous questionner sur votre part expérimentale dans le processus de création du coup d'un projet en design. Comment vous marchez Alors il n'y a jamais une seule façon de faire. En fait, chaque projet amène une méthodologie différente. Ce qui est intéressant justement avec ce monde du design, c'est qu'en fait on n'est pas
forcément dans des logiques cartésiennes. C'est-à-dire que l'acte de création, il va justement surgir si on pratique des logiques différentes. Si, à un moment donné, on va faire une analogie, qui va nous permettre d'interpréter les choses différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, le grand atout du designer, c'est ça. C'est d'être multilogique et d'être capable de sentir les choses et de pouvoir, comme ça, avec agilité, penser quelque chose de complètement différent parce qu'il a un système de pensée différent. Voilà, donc c'est ça qui est compliqué à expliquer et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est assez mal placé pour le faire. On devrait le faire de plus en plus. Il y a beaucoup de professions qui ont essayé de capter ce mécanisme en fait pour redonner de la créativité à on va dire des métiers connexes, mais on a du mal à l'expliquer parce que c'est jamais la même chose. Alors bien sûr, il y a eu toute cette vague de ce qu'on a appelé le design thinking qui a essayé de justement de phaser, de trouver cette méthodologie, d'essayer de la proposer, mais ça reste quelque chose d'assez théorique qui a un fonctionnement, on va dire, un peu superficiel, mais c'est pas la façon dont on va fonctionner nous au quotidien. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Vous nous dites que l'école vous a apporté confiance. Oui. Vous travaillez avec des écoles. De votre point de vue, dans quelle mesure l'espace, le mobilier scolaire peut contribuer à apporter cette confiance? Je vous invite à regarder l'école du blé en herbe que j'ai dessinée donc à Trébedan, dans un tout petit village qui n'avait pas le moyen de rénover en fait son école, donc, mais qui a la particularité d'avoir 2 institutrices formidables qui se battent déjà depuis 10 ans pour réinjecter le lien à l'intérieur de ce petit village et qui, puis à un moment donné, se sont dit on va aller plus loin. Et donc, grâce au nouveau commanditaire de la Fondation de France, on a pendant 7 ans travaillé avec eux pour changer l'école et non seulement la rénover, mais en faire vraiment une école emblématique avec un mobilier scolaire justement qui est à l'échelle de la pédagogie active qui s'y déroule. Et tout est fait spécifiquement pour eux. Et donc, en l'occurrence, dans cette école, l'idée est de travailler sur un niveau que j'ai appelé le niveau de l'attention et un deuxième niveau, une deuxième strate en haut qui est le niveau de l'imagination. Donc, en fait, les tables vont pouvoir être à différentes hauteurs et on va pouvoir aussi plugger certaines choses dessus qui vont créer en fait un univers comme ça en partie haute. Pour aider les Nolven qui travaillent à l'intérieur de l'espace à créer des zones d'autonomie. Parce qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais un des points importants, c'est donner à la fois l'autonomie et surtout aussi créer on va dire le terreau pour que tous ces enfants deviennent des citoyens. Ça, c'est aussi un deuxième point qui est important. Donc, en fait, c'est important puisque ce mobilier, il se change au quotidien. Les enfants deviennent acteurs, ils bougent. Donc, on n'est pas du tout dans cette idée de dire celui qui bouge dans la classe, c'est justement le cancre. Non. Celui qui bouge, ça va être l'inverse, ça va être celui qui va prendre l'initiative d'aller chercher en fait les éléments, de la configurer. Et donc, on a un renversement d'attitude. Et surtout, cette école, elle est ouverte sur le village parce que pour moi, une école doit être ouverte au monde. Le village est le microcosme, on va dire, le plateau, la plateforme de développement de l'enfant. Mais symboliquement aussi, le village, c'est aussi le monde et il faut que ces enfants, en fait, aient envie de participer au monde qui les entoure. Et quand ils ont vu l'école en train de se faire, puisqu'elle s'est faite petit à petit devant leurs yeux, ils ont connu, en fait, et ça, je pense que ça va changer quelque chose pour eux, cette idée qu'ils ont la capacité de construire leur propre environnement s'ils le décident. C'est dur, mais tous ensemble, on peut le faire. Voilà, c'est juste... C'était un peu long comme réponse, mais je vous invite à regarder, c'est un peu compliqué de l'expliquer en détail. Alors, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Donc merci pour cette masterclass. Donc je rebondis un peu sur la question précédente pour poser une question un peu plus générale. Donc pour vous, quelle serait la place du design dans une société comme la nôtre qui promeut justement un design à usage unique, où justement en fait l'objet usuel devient un usage unique, où vous justement dans vos projets vous promouvez un objet à usage multiple. Oui, voilà. Alors c'est pas tout à fait un usage multiple, c'est d'être plus généreux avec la fonction, c'est-à-dire qu'il va faire, on va dire, ce que j'ai appelé tout à l'heure une fonction énergie, c'est-à-dire moi je n'aime pas la multifonction, parce qu'une multifonction, c'est pas, on peut pas à la fois faire un aspirateur et quelque chose, c'est pas l'idée, mais c'est l'idée d'un objet qui comprend la situation de la vie et qui va être capable de donner plusieurs étapes justement dans cette situation. Je vais donner juste un exemple parce que là, ça devient très théorique. J'ai dessiné un couteau pour déguster les gâteaux en collaboration avec Pierre Hermé. Et en fait, on se dit un couteau, mais comment tu peux innover? C'est un outil qu'on a depuis la nuit des temps. Donc, en fait, voilà, un couteau, c'est un manche, une lame. Et en fait, ce couteau, il a une forme particulière. Il a un manche avec une lame qui est comme ça. Et donc, on va couper avec le couteau. Et après, on va couper comme ça. Et après, on va faire juste une inclinaison comme ça d'un quart de tour. Et en fait, ça va devenir la pelle à tarte. Parce que la lame est déportée, vous voyez, ça fait comme un angle comme ça. Simplement pour vous dire que ce n'est pas de la multifonction, c'est juste un couteau qui est plus généreux. Et pour moi, couper un gâteau, c'est plus important de partager le gâteau. Donc c'est pour ça que ça devient la pelle à tarte. Voilà, c'est ce genre de choses. Et alors, c'est déjà un pas vers l'idée d'avoir moins d'objets, quelque part. Hein. Donc, justement, ces prises de conscience, ou en tout cas ces remises en cause du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est de faire en sorte que chaque créateur va trouver sa propre réponse par rapport aux enjeux écologiques, etc. Il n'y a pas l'idée de suivre des règles. Il ne faut pas que ça devienne dogmatique, mais il faut que ça fasse partie de notre rôle de créateur, en fait, d'inventer différentes voies pour le faire. Et ça, c'est quand même beaucoup plus passionnant. Bonjour. Bonjour. Du coup, est-ce que vous mettez beaucoup de personnel dans vos créations, ou alors au contraire, dans le processus de création, vous essayez de vous détacher d'idées trop personnelles pour des idées plus universelles? C'est un peu les deux, puisque je vous ai dit que moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre l'homme, donc l'universel de l'homme, au centre du dispositif, mais en même temps, c'est quelque chose de personnel. En fait, c'est une question qui est très belle, parce qu'une des premières choses que j'explique quand on parle de design, c'est ça, en fait, ça sous-tend deux logiques. Il y a la logique de l'individualité et la logique de l'altérité. Et il faut la personnalité et l'altérité, et il faut arriver à faire en sorte que ça fasse qu'un et que ça se réponde. Donc c'est ça qui est très compliqué. Et la dernière question. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous parliez d'anthropologie appliquée, oui. Et justement, je voulais savoir dans quel... C'est Marc Auger qui a dit ça, c'est pas moi. Je redonne les pardon. Rendons à César. Et du coup, je voulais savoir par quels outils vous compreniez les usages, si c'était seulement l'observation ou quoi, sachant que vous approchez divers secteurs à chaque fois. Vous avez parlé d'éducation, là de couteaux. Dans quelle mesure vous avez des lectures ou seulement je regarde, je lis beaucoup, oui, et on n'en a pas parlé, la lecture, mais ma lecture, les lectures sont très polarisées par les projets que je fais, puisque chaque fois que je rentre dans un univers différent, je vais aller regarder ce qui s'y dit en termes de philosophie, d'anthropologie, etc. Donc je suis plus vraiment dans ce type de lecture-là. Donc c'est passionnant aussi d'un seul coup parce que ça donne une autre dimension bien sûr que ce que moi je peux en voir, et puis petit à petit on a comme ça une espèce de base de référence qui fait qu'en effet sur un terrain on va pouvoir, alors pas faire une étude de terrain comme ferait un anthropologue, mais on va pouvoir quand même faire venir, ressentir un certain nombre de choses beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ah oui. Oui. Mais là encore, c'est ma façon de faire. Hein. C'est pas, voilà. C'est ma façon de voir les choses. C'est ce qu'on attend de vous, que vous répondiez pour vous. Merci beaucoup, Nathalie Grasset.